Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie? Comment a-t-il fait preuve de résilience? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Jaco. Jaco, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et pourquoi tu viens intervenir dans ce podcast. Salut, du coup, moi c'est Jaco, j'ai 25 ans et aujourd'hui je viens parler d'une dépression sévère que j'ai vécue il y a un an, dont je suis sorti il y a un an pratiquement. Et du coup, moi à l'origine, je suis ingénieur, j'ai été formé en tant qu'ingénieur et j'ai eu mon diplôme en 2021, en octobre 2021. Du coup, l'origine de ma dépression vient un peu de tout ça et toute mon histoire, mais on aura le temps d'en reparler, je pense, l'occasion d'en reparler. Et sinon, après, je suis hypersensible voilà, dans mes caractéristiques. Je suis hyperactif, j'ai tout le temps envie de faire plein de trucs, de découvrir le monde. Je suis hyper curieux. J'ai la bougeotte aussi. Là, actuellement, je suis en phase de transition professionnelle et personnelle. Et c'est aussi un rebond justement de ma dépression. Euh, et voilà, je vis chez mes parents actuellement. Là, je vais partir en voyage pendant 2 mois tout seul, en sac à dos, avec le dispositif Interrail. Cool. Il y a plein de choses intéressantes déjà dans ce que tu as dit et dans ce que tu as partagé. Du coup, comme tu nous as dit, tu veux nous emmener un petit peu dans le récit de cette dépression qui a été un événement assez difficile pour toi, mais en tout cas que tu as pu transformer positivement. Et tu nous as donné un petit peu un avant-goût avec les différents projets que tu peux avoir. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un lien clairement avec le professionnel. Est-ce que tu y mets le terme de burn-out? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les causes dans un premier temps de cette dépression? Suite à quoi, en fait, elle est arrivée? Comment tu as pu l'accueillir quand elle a décidé de rentrer, en fait, dans ta vie? Ouais, carrément. Alors non, du coup, je le mets pas sur le burn-out. Je vais expliquer pourquoi, mais c'est une crise existentielle en fait. C'est vraiment quelque chose d'assez global. Je crois que c'est ce qui se passe en général quand on fait une dépression, c'est que c'est pas lié qu'à une chose en particulier. Mais moi, c'est pas essentiellement lié au professionnel. Du coup, en fait, les origines de ça, moi, quand je fais une rétrospective de ce que j'ai vécu, en fait, jusqu'à mon lycée, jusqu'à mon poste, mes études supérieures, en fait, j'ai toujours plutôt tout réussi, été bon partout, que ce soit à l'école, dans le sport, dans la musique aussi. Je m'en sortais toujours bien. Et c'était hyper agréable. Et j'étais beaucoup aussi récompensé par les adultes qui me disaient c'est bien, vas-y, continue, continue. Et en même temps, du coup, il y avait tout le parcours éducatif où tu suis un peu une trame souvent au bac, puis après, tu te lances dans des études supérieures. Et moi, du coup, je me débrouillais bien en sciences, enfin, j'étais bon en sciences. Et un peu autoflagellation, mais je savais pas quoi faire, comme beaucoup de jeunes, je pense, à cette période, quoi. Parce que tu n'as pas le temps de te poser et de prendre du recul sur ce qui se passe en toi, ce que tu as envie de faire et tout ça. Et tu sais pas, tu te connais encore pas énormément, quoi, je pense. En tout cas, c'était mon cas à l'époque. Et du coup, à ce moment-là, quand je suis sorti du lycée, en fait, je suis allé en prépa classique, MPSI, MP, donc maths sup, maths spé anciennement, quoi, dans un lycée. Et en fait, ça a été la chute, genre vraiment vertigineuse à ce moment-là, parce que en fait, je suis passé d'un cadre où je me sentais bien, où je faisais pas grand-chose, où genre j'avais du temps, tout était facile. Et j'étais toujours dans le top, quoi, on va dire, de la classe, machin. Et du coup, il y avait une certaine, on va dire, enfin, je sais pas, genre de satisfaction liée à l'ego, enfin, je sais pas trop, tu vois, mais
Enfin, je me sentais bien, tu vois, dans cette position, on va dire. Euh, et parce qu'aussi, bah, derrière, quand aussi t'es dans le top, les gens autour de toi te disent ah ouais, c'est bien, machin, continue. Donc encore une fois, les formes de pression des parents, mais enfin pas volontaire, tu vois, mais voilà. Et en fait, du coup, il y a eu la prépa. Et la prépa, je me suis bouffé un mur, quoi. Je suis arrivé dans une classe où c'était que des tronches, en fait, dans la classe. Euh, et en fait, j'étais plus du tout dans le top. Ça a été... Au début, je l'étais. Et en fait, petit à petit, il y a un croisement qui se fait entre ceux qui ont des facilités, ceux qui bossent. Enfin, genre. euh, puis, en fait, moi, j'avais pas envie d'être là. Je crois que je l'ai compris assez vite. Et en plus de ça, en parallèle, j'ai eu une grosse déception amoureuse de ma meilleure amie de l'époque, dont je suis tombé amoureux. Et en fait, ça a été un peu le drame parce que c'était pas réciproque et tout ça. Et ça a été vraiment compliqué. Et je l'ai très mal vécu. J'ai mis 2 ou 3 ans à faire un deuil, à- un bon deuil, tu vois, là-dessus. Bref. Et du coup, vraiment, ma prépa, ça a été très, très compliqué. Je me demande si j'ai pas fait une dépression à cette époque-là. Tu vois. Je pense, en vrai. Je dormais plus la nuit. C'est pour la première fois, j'ai testé de la sophrologie. Je me souviens quand je suis allé au concours à la fin de mes 2 années de prépa, j'y suis allé en mode, tu vois, par dépit. De toute façon, je les aurais pas, je suis naze. Tu vois, genre vraiment syndrome de l'imposteur à fond. Je me sentais mal dans ma peau, je voulais pas, tu vois, genre. Ouais, je sais pas ce que je foutais là, quoi. Et je me disais, bon, de toute façon, je vais cuber, donc c'est quand tu redoubles en prépa, comme ça, j'aurai une meilleure école, parce que c'était le truc hyper méritocratique où tu dois. Tu vois, c'est. Enfin bref, horrible, quoi. Vraiment le système horrible et tu peux pas sortir la tête de l'eau, tu vois. Euh, et du coup, bon, voilà. Finalement, j'en suis sorti, j'ai réussi à choper une école d'ingé, à sortir la tête de l'eau, une école d'ingé où je sentais qu'il y avait moins de concurrence. C'était une petite école, tu vois, pas très connue, machin, truc public quand même, où il y avait marqué pour la protection de l'environnement sur le fronton. Je me suis dit, bon, vas-y, je la prends, parce que j'ai réussi quand même à avoir quelques écoles. Je sais pas si on peut appeler ça une réussite, mais voilà. En tout cas, ça m'a libéré d'un poids, tu vois. Et après, je suis rentré en école, du coup, en école d'ingé. Donc ça, en fait, c'était première phase de, de mal-être, en fait, en prépa. Euh, Ça s'est installé à ce moment-là, en fait. Il y a un truc qui s'est installé à ce moment-là et que j'ai vite réussi à passer outre parce que justement, en fait, j'ai changé de. J'ai quitté la maison, enfin, chez mes parents, où j'ai toujours vécu, tu vois, pendant 20 ans. Je me suis reconnecté à la vie sociale que j'avais perdue pendant 2 ans de prépa. Et en fait, je suis arrivé du coup à Poitiers, j'ai fait mon école à Poitiers. Euh, j'ai découvert la vie, tu vois, vivre seul, en école, où genre, ça a été la teuf dès le premier jour, ça a été n'importe quoi, tu vois, et ça a été comme ça pendant jusqu'au Covid, quoi. Mais j'allais mieux à ce moment-là, je crois. Enfin, je me sentais bien. J'étais en mode. Parce qu'en fait, j'ai pu me redéfinir qui j'étais pour la première fois de ma vie et me dire, vas-y, personne te connaît, tu t'en fous, quoi, tu vois. Aussi, je me suis éloigné de cette déception amoureuse qui me travaillait toujours, pour laquelle je souffrais encore, tu vois. Et j'avais besoin de ça aussi, c'est pour ça que je me suis barré. J'avais fait une grosse liste de pour et de contre, je me souviens à l'époque, quand j'étais parti en vacances juste avant de choisir l'école, jusqu'au dernier moment. Je ne savais pas quoi faire. Vraiment, on était en vacances en Grèce avec mes parents et ma sœur. On avait la chance de pouvoir partir là-bas. Et genre, vraiment, le dernier jour où il fallait faire un choix, jusqu'au dernier jour, je me suis creusé la tête. J'ai fait un truc de pour, de contre et tout ça. Et au dernier moment, j'ai dit oui. Et une semaine après, il fallait que je sois à Poitiers pour choper un appart et tout. Enfin, genre vraiment le bordel, quoi. Mais bon, je suis hyper content d'avoir fait ça avec du recul. Mais ça a été très difficile à ce moment-là. Et voilà. Et en fait, du coup, j'ai pu me redéfinir, comme je te dis. Et en fait, je pense que c'est un peu mon tempérament aussi. J'ai très vite parlé à beaucoup de gens. Je suis vachement sociable. Euh, je parle très facilement aux gens et je me fais très vite des potes et tout. Et je suis aussi, je peux prendre aussi beaucoup de place, plus de place que je peux, que en tout cas je pouvais à l'époque. Je sais pas comment j'ai évolué maintenant, vu tout ce qui s'est passé, mais bon. Et en fait, du coup, je suis vite devenu populaire à l'école, vite connu aussi par la musique. Et en fait, ça me faisait du bien parce que en fait, je crois que je suis revenu à cet état-là de, d'un peu glorifié quoi, par d'autres personnes. Euh, J'étais un peu la mascotte d'un groupe de potes. Ça était la première année, les bureaux allaient se former, BDE, machin, enfin, des trucs d'école un peu classiques. En fait, je le sens vraiment comme une forme de désillusion et pour essayer de recentrer un petit peu. Je le sens en tout cas comme ça, où il y a eu un avant avec ta vie, ta jeunesse, le lycée, la famille, l'éducation. Et que quand tu es arrivé en école supérieure,
ou en tout cas sur cette vie un petit peu plus d'adulte où on commence à prendre aussi un peu plus de responsabilités, où notre quotidien change. Si je reprends tes mots, à un moment tu dis: «Bah, j'avais moins de temps aussi» et ce passage en fait de l'état de lycée, à vraiment le côté, prépa, étudiant et ben, vie un peu plus active quand même malgré tout, comme une forme de désillusion en fait qui s'est installée jusqu'à temps que tu rentres en école à Poitiers, si je dis pas de bêtises et que j'ai bien compris un petit peu au niveau des années. Du coup, cette dépression, tu la situes vraiment plus ou moins sur ton entrée en prépa avec, on va dire ce mot-là, s'il y en a un autre qui te vient, c'est OK aussi, mais avec ce côté de désillusion, en fait, de qui tu étais, qui t'a remis aussi en question, qui t'a demandé de te redéfinir, plus ce côté de séparation amoureuse qui t'a aussi, ben, chamboulé dans tes sentiments. Je pense aussi notamment peut-être dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, dans l'image que tu pouvais avoir de toi, peut-être en tant qu'être humain tout court, mais aussi en tant qu'homme aussi dans la place dans un couple et j'ai l'impression que ça s'est installé vraiment pendant tes années de prépa et que ta reconstruction s'est fait à partir de ton école quand tu es revenue à Poitiers, enfin quand tu es partie à Poitiers. Est-ce que c'est un petit peu le schéma ou pas? Bah, en fait, c'est ça. Alors, je reviens sur le truc c'est de la séparation. C'était pas tant une séparation amoureuse, c'était en tout cas une relation brisée parce que c'était ma meilleure amie de l'époque. Et du coup, en fait, on s'est jamais mis en couple, quoi, tu vois. OK. Mais ça a été une relation brisée. Oui, séparation relationnelle en Ouais, fait. c'est ça. Ça a été une déception amoureuse pour moi Ouais. aussi. Puis beaucoup de culpabilité et tout ça. Enfin, bref. Et donc, ouais, t'as raison. En fait, je suis ressorti post-prépa de ça et l'école m'a permis de me rouvrir. Et vraiment besoin de s'émanciper, tu vois, et vraiment découverte de la vie, quoi. Enfin, vraiment, tu vois, comme tu l'as bien dit aussi. Mais en fait, la vraie, enfin, on va dire que la vraie dépression, elle vient après, en fait, après l'école. Euh, bon, du coup, j'ai vécu mon école. C'était hyper bien. J'ai eu aussi mes premiers amours à ce moment-là. J'avais jamais eu de copine, en fait, avant mes 20 piges. J'ai toujours été effrayé par les meufs. Je sais pas, genre, je les adulais aussi, je sais pas trop. Peut-être, enfin, bon, beaucoup de réflexions aussi là-dessus. Et en fait, c'est à partir de l'école aussi que j'ai commencé à beaucoup, beaucoup cogiter sur qui j'étais, sur aussi commencer à avoir des valeurs, à m'ouvrir aussi un peu l'esprit, à moins être, tu vois, genre, très cartésien, comme on me l'a toujours enseigné, ou être fermé, tu vois, genre en mode, ah ouais, moi, c'est ça mon idée, alors vous allez aller dans mon sens, tu vois. Malgré le fait que j'avais toujours, et je l'ai peut-être toujours un peu d'ailleurs, ce truc-là, tu vois, parce que ça me caractérise aussi, quoi. Du coup, la prépa, en fait, et tes 2 premières années d'école, ça a été vraiment comme une introduction à ça? Une introduction de, bah, je commence à me remettre en question, il y a une désillusion, il y a cette séparation amicale, relationnelle, cette déception, de la culpabilité. Finalement, je redécouvre la vie alors qu'avant, j'avais plus du tout de temps et tout ça a mis un petit peu les briques au fur et à mesure pour que cette dépression arrive. Tu avais dit en 2021? Fin Ouais, d'année c'est ça, c'est 2021, ça. c'est ça? Et comment ça s'est révélé du coup justement à ce moment-là? Heu, Comment tu as pu mettre le mot aussi de dépression? Est-ce que c'est toi qui l'as mis? Est-ce que c'est peut-être ton entourage? Quels ont été les sentiments et dû à quoi réellement, vu qu'on a un petit peu l'introduction de tout ça maintenant? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis avec. Bon, j'ai eu une relation très compliquée, assez toxique dans les deux sens pendant mon école, qui m'a fait beaucoup de mal et qui nous a mutuellement fait beaucoup de mal, l'autre personne aussi. Et du coup, après, j'ai fait. Le relationnel joue beaucoup aussi, hein, dans ma dépression. J'ai eu une nouvelle relation, genre 1 an et demi après cette relation. Il y a eu entre-temps le Covid qui a été très compliqué, ça nous a vraiment mais chanté l'école, quoi. C'était extraordinaire l'école, ça devait être notre meilleure année, la troisième. Et en fait, du coup, ça nous a mis un gros coup dans la gueule, tu vois, à tout le monde, et moi compris. Parce que moi, c'était pas l'école en soi qui me faisait vivre, c'est tout ce qu'il y avait autour. En fait, tout ce qui gravitait autour, les assos, puis même en dehors, j'ai fait des assos. Bref. Et du coup, en fait, l'école s'est terminée. Pendant toute l'école, je me suis dit, ça me plaît pas ce que je fais. Genre, j'aime pas, tu vois, justement, les cours et tout ça. Putain, ça me branche pas. En fait, j'y vais par dépit. Ce qui me fait vivre, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est le soir, quand on va faire des trucs, quand je bosse dans des assos, tu vois. Le fait d'être en lien, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, on avait beaucoup de parts de créativité. Avec la musique, j'ai pu faire plein de choses, créer. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et puis, à côté de ça, j'étais dans des super assos, une asso de solidarité internationale qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, qui était hyper chouette, où je me suis vachement épanoui et j'ai beaucoup aussi, ça m'a beaucoup construit sur ce que je suis maintenant, tu vois, aussi, en termes de valeurs et tout, et plein d'autres trucs à côté. Et du coup, il y a eu le Covid, et en fait, bah, on a perdu tout ça, et ça a été encore plus pour moi révélateur sur le fait que mais j'étais pas du tout là où je voulais. Et en fait, c'est en école, tu fais 3 stages, et en fait, mes 3 stages, ça a été à chaque fois des crash tests, euh, où genre, bah putain, les 2 premiers, je les ai fait dans des grosses boîtes, tu vois, privées. J'ai fait, mais horrible, genre vraiment horrible.
C'est vraiment ce que j'avais lu, ce que j'avais entendu, tu vois, genre t'es un chiffre, tu veux juste, en tant qu'ingé, tu fais juste du business et tout ça, enfin bref. Et j'ai fait un dernier stage, mon stage de fin d'études, où j'ai commencé à taffer après, à Lille, ici, enfin justement, euh, au service énergie de la ville de Lille, donc j'étais dans le public, tu vois, parce que j'avais envie de me rapprocher d'un truc, environnement, social, machin. C'est à partir de là que vraiment j'ai commencé à chuter salement, parce que je me suis mis du coup dans une nouvelle relation, avec une nouvelle personne, avec qui on est très vite tombé amoureux réciproquement. Et en fait, ça a été très compliqué parce que là, du coup, mon école se terminait. Donc c'était. Je m'étais dit, à la fin de mon école, je me casse, j'arrête tout. Tu vois. Genre, c'est terminé, j'ai mon diplôme, comme ça, j'ai une carte de visite, tu vois. Et après, je pars. Mon but, c'était, je termine mon école, je pars un an faire le tour de la Nouvelle-Zélande en woofing, tu vois. Genre, voilà, c'était vraiment ça le délire. Et je l'avais en tête depuis longtemps. Sauf que j'avais fait des prêts étudiants qu'il fallait que je rembourse. Donc je m'étais dit, ok, vas-y, tire un peu la corde, commence à bosser là où tu as fait ton stage de fin d'études. En fait, j'ai l'impression que tu as beaucoup tiré sur la corde pendant plusieurs années à partir du lycée et que, alors tu me dis encore une fois si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas un événement majeur qui t'a fait basculer du blanc au noir. Ça a plus été, t'es passé peut-être par toutes les nuances de gris avant d'arriver au noir. Je ressens que le Covid, le côté être en lien, le côté relationnel, qui t'a aussi peut-être recentré d'une certaine manière sur qui t'étais, et ce qui a été le cas pour beaucoup de personnes, hein, d'ailleurs aussi pendant le Covid. Ça a été une crise de sens pour beaucoup de gens, où on s'est retrouvés chez nous, confinés, à pouvoir avoir le temps de réfléchir davantage sur nous, de se questionner, de savoir ce qu'on n'aimait pas. Et j'ai l'impression que le Covid, il l'a aussi un peu plus révélé en te disant, ben ouais, en fait, c'est peut-être pas là où tu te retrouves. Plus, comme tu l'as dit, tu as dit ce mot-là, hein, le mot crash test sur tes stages, où tu as aussi testé des choses peut-être en te disant, ben bon, bah peut-être que je me plains, je m'en fais peut-être une idée préconçue, et peut-être qu'en y allant, ça ira mieux et ça se passera bien et ça me plaira. Mais alors, c'est pour ça que je trouve que le mot désillusion, il y a vraiment ce côté où ça a été dans le temps. Et est-ce que tu arriverais à donner peut-être en une phrase le moment où tu t'es dit: «OK, vraiment, je vais pas bien»? Parce que je comprends qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments, et ce qui est souvent le cas, hein, dans une dépression, c'est rare qu'il y ait, un seul événement qui fait qu'on passe de noir, de blanc à noir plutôt. Est-ce que tu arriverais à dire un petit peu en une phrase le moment où tu t'es dit: «Ouais, là, ça va pas, il faut que je fasse quelque chose», et du coup, quel a été ce quelque chose que tu as pu faire? Le moment où j'ai mis une phrase, genre, c'est la première fois qu'on disait dépression, en fait. C'était euh, aux fêtes de Noël 2021-2022, enfin, genre cette période-là. En fait, j'ai chopé le Covid pendant les fêtes. Du coup, j'étais tout seul dans mon 11 mètres carrés à Lille pour passer Noël, tu vois. Et à l'époque, déjà, ça allait pas bien du tout. Avec ma relation actuelle, c'était. En fait, je m'étais attaché comme une moule à son rocher, tu vois, genre, avec- enfin, à cette relation-là qui me faisait en fait beaucoup de mal. Parce qu'autour, rien n'allait. Euh, et en fait, j'ai conscientisé la dépression quand deux personnes très très proches de moi m'ont dit la même semaine, là, ce que tu fais, ça ressemble beaucoup à une dépression quand même. Enfin, ce qui se passe dans toi, tu vois. OK, donc c'est l'extérieur, en fait, qui t'a fait un effet miroir et qui t'a fait te questionner en disant: «Ben, si 2 personnes me disent ça, c'est peut-être pas anodin?» Ouais, ouais, c'est ça. OK. Et en fait, tu vois, genre, moi, j'ai toujours eu la bougeotte et tout ça. Et la manière dont j'ai intériorisé ma dépression, qui du coup est latente qui était latente depuis 5 ans, en fait. Euh, Enfin, c'est comme ça que je la vois en tout cas. C'est le fait de toujours être hyper actif, de jamais s'arrêter, tu vois. Et du coup, de consumer, tu vois, ton énergie interne. Et C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le burn-out, en fait. C'est que les personnes ne veulent pas forcément, elles programment pas de vide, donc elles font toujours, toujours, toujours et toujours beaucoup. Le seul truc, c'est que, ben, à force de tu as dit ces mots-là tout à l'heure et je trouve qu'ils sont super justes. À force de tirer sur la corde, ben, à un moment, la corde, elle s'effrite, elle se détend, et jusqu'au moment où elle pète, en fait. Mais il y avait déjà des signes depuis bien longtemps qu'elle allait péter et qu'elle était en train de s'effriter. Donc oui, oui, carrément. je sais pas si, enfin, peut-être on l'abordera après ou maintenant. Peut-être que je le dis maintenant, comment ça s'est aussi manifesté chez moi. Ouais, Parce vas-y. qu'en gros, j'ai mis le mot à ce moment-là. Mais en fait, à chaque fois que je revenais chez mes parents, de temps en temps, tu vois, en week-end ou en vacances, et ça allait de moins en moins bien, tu vois. Et c'est ma famille qui m'a dit, mais enfin. Et en fait, ils me le disaient pas forcément, mais ils me sentaient pas de repartir, tu vois. Enfin, ça allait pas vraiment pas, tu vois. Et dans ma famille, pareil, des hypersensibles et tout ça. Enfin, et du coup, enfin, vraiment, même mes amis et tout ça, tout le monde commençait à sentir qu'il y avait un truc qui allait pas. Enfin, et en fait, je suis jamais revenu à Lille en début 2022. En fait, je suis resté, j'ai été arrêté en urgence. J'ai vu une psychiatre, psychanalyste, ouais, en urgence.
J'ai été rapproché de... Enfin, vraiment, ça, tout s'est fait en très, très peu de temps, tu vois. Donc ça a été finalement ta manière de l'accueillir. Toi, tu l'as accueilli en étant, du coup, covidé et du coup, en étant, j'imagine, solo en plus de ça, en l'intériorisant et tu as pu, l'extérioriser grâce à une psychanalyste, c'est ça? Bah alors, la psychanalyste, ça a pas été, ça a été une petite béquille pendant un temps, mais en fait, j'ai pas eu un match très fort avec la professionnelle de santé, parce que j'ai aussi appris, en fait, j'avais déjà initié, tu vois, des démarches avant. Ça faisait déjà plusieurs années. Quand j'étais en école, je m'étais dit, il faut que je voie quelqu'un. Enfin, j'ai envie de voir quelqu'un parce que je sens qu'il y a des choses qui... En fait, j'ai toujours senti qu'il y avait un truc là, tu Ouais, vois. tu parlais de la sophro tout à l'heure, justement. Ouais, quand j'étais en prépa, tu vois, et puis après en école, je savais, tu vois, que j'étais pas aligné avec moi, mais en fait, je cogitais beaucoup, tu vois, comme on disait. Et du coup, j'avais déjà testé plusieurs trucs et beaucoup de désillusions parce que je m'étais servi d'un dispositif santé psy, mais en fait, c'est souvent, les psys sont hyper mal payés, c'est souvent ceux qui n'ont pas trop de patients, tu vois, qui font ça, et du coup, en fait, c'est pas forcément le meilleur truc. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un qui était hyper empathe, machin, qui était vachement connecté et tout ça, et j'ai pas trouvé, j'ai fait 8 psys différents en 4 mois, tu vois. OK. Mais ça, c'était avant que je conscientise ma dépression. Psychologue, Psychologue, psychanalyste, un petit psychanalyste, peu tout, ouais, c'est ça. OK. Les deux courants là, majeurs. Et donc du coup, le fait que ça ait pas collé avec cette psychanalyste, dans le temps, avec qui tu pas senti le feeling et c'est OK. Est-ce que du coup, tu t'es accompagné tout seul? Est-ce que, Ce qui se passait, c'est que j'étais dans mon lit toute la journée. Je voyais plus le jour. Je voulais plus voir personne. De toute façon, je m'étais déjà beaucoup isolé avant. Et c'est ça, peut-être, faut juste que je revienne là-dessus parce que ça me semble hyper important quand même. Les mois qui ont précédé la conscientisation, parce que la dépression était déjà là, en fait, profonde en tout cas, était déjà là. Ça a été beaucoup, beaucoup d'isolement, tu vois. Beaucoup de culpabilité sur tout ce qui se passait, sur le monde, tu vois, me sentir coupable, plus sortir, plus rien acheter, plus rien faire, plus manger. Genre vraiment, c'était. Enfin, si je mangeais quand même, tu vois, je me nourrissais. Mais ouais, c'était ta manière, en fait, d'exprimer ta colère envers toi, envers le monde, envers les autres, envers, c'est souvent ça aussi, hein, dans une dépression, c'est que, on en a marre de tout, quoi. Si on doit le dire en 3 mots, je pense que c'est 3 mots qui résument assez bien la situation et où du coup, on s'isole parce que même avec soi-même, parfois, on a du mal à se supporter soi-même. Et donc oui, bien sûr. Et ça a été, j'imagine, carrément un révélateur. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a permis en fait de libérer tous ces sentiments de colère, de culpabilité, d'idées noires, de j'ai pas forcément envie beaucoup de m'alimenter, j'ai plus de goût et de joie de vivre, alors que tu disais justement dans ton introduction que tu es quelqu'un qui a justement cette joie de vivre, ouais. qui a ce plaisir. Qu'est-ce qui t'a permis de revenir à la vie, en fait, finalement, en Ouais, termes en plus d'outils? de ça, le truc là, quand t'énumères, il y a les pensées suicidaires aussi. J'ai Ouais, pas fait bien de sûr. TS, mais ça m'est arrivé d'avoir le couteau retourné, tu vois, sur le bras, en rentrant chez moi tout seul, tu vois. Enfin, c'était pour de vouloir sauter sur un, tu vois, enfin, ça c'est un truc qu'il faut dire, je pense, tu vois aussi. Enfin, et je savais pas à l'époque que c'était une dépression. Alors répète du coup juste ce que t'as dit. Qu'est-ce qui m'a permis du coup en fait De revenir de à la vie, ressortir, ouais, quoi. Ouais, c'est exactement, ça. de retrouver, de remettre de la couleur, en fait, parce que j'ai pris l'exemple de ces couleurs, mais tu étais vraiment dans des couleurs plutôt sombres. Même, tu vois, tu parles d'idées suicidaires, on appelle ça des idées sombres et des idées noires, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui t'a permis de revenir à des idées colorées? La première chose, du coup, ça a été de mettre un mot dessus. Et donc, c'est grâce à mes proches, enfin, aussi, tu vois, qui m'ont un peu forcé à rester, parce que moi, je voulais pas lâcher mon taf. Je me suis dit, putain, encore coupable, tu vois. Oh, je vais pas laisser mes collègues en plan. J'avais une super équipe. Enfin, franchement, tu vois, c'est pas le taf, parce que le taf en soi, ça me faisait chier. Mais mon équipe était extraordinaire. J'ai eu un chef que je vois toujours, tu vois, j'ai vu hier. Mais bref. Et du coup, donc, c'est mettre un mot dessus qui a été la première étape. Ça a été aussi du coup de revenir chez mes parents où moi j'ai de la chance aussi d'être bien là où tu vois où mes parents habitent. Tu vois ils ont une maison, genre c'est ok, ils sont plutôt cool. Et là vu que ça allait pas bien du tout, ils étaient encore plus à l'écoute, tu vois. Et puis parce qu'ils sont aussi très empathes et ma petite sœur aussi, tu vois. Donc voilà, il y a eu le fait de mettre un mot dessus, de rester là-bas, d'être mis en arrêt, de lâcher prise là-dessus, ce qui n'a pas été évident sur le taf. Le fait de dire, bah ok, vas-y, là, tu t'en peux plus, quoi. T'en peux plus de lâche prise. Et du coup, il y a eu aussi. Donc, il y a eu tout l'entourage. Il y avait aussi mes amis qui ont été beaucoup là. Et mes meilleurs amis, à chaque fois que je leur demandais si on pouvait se voir et tout ça, ils venaient. Tu vois, eux, ils venaient chez moi. Tu vois, on passait un peu de temps. On sent Euh, l'importance du lien ah encore, ouais, de ouf. Ah ouais, l'importance du franchement, lien et de ouais. l'entourage et en fait, on s'en rend pas forcément compte dans le deuil, encore une fois, au sens large, comme je peux l'aborder dans ce podcast. Mais c'est vrai que l'entourage, même si parfois il sait pas toujours comment faire et il sait pas par quels moyens aborder la personne selon la thématique ou selon les difficultés, ça reste souvent un puissant levier
et une force C'est ça, ouais. sur laquelle en fait les personnes peuvent s'appuyer, sur laquelle les personnes peuvent aller tirer aussi de la force pour retrouver justement de l'énergie. Et on sent ça chez toi. Mmh. Est-ce que ça a été... alors, on sent que ça a beaucoup joué, mais est-ce que tu as été chercher des outils à l'extérieur, Ouais. vraiment des aides Ouais, ouais. extérieures, au-delà de cette psychanalyste dont tu as pu nous parler? Bah, du coup, en fait, la psychanalyste, j'avais pas, tu vois, trop de feeling avec. Et en fait, du coup, j'ai trouvé enfin, ma mère, du coup, m'a aidé euh, à trouver une psychothérapeute, tu vois, pas loin de chez moi, et avec qui ça matchait plus, tu vois. Et du coup, je l'ai vue toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu vois, pendant plusieurs mois. Et je la vois en fait toujours aujourd'hui, euh, moins régulièrement, mais on se voit toujours et c'est trop bien, tu vois. Genre, je suis hyper content que ça matche. Euh, et en fait, aussi, bah, j'ai assez vite vu une psychiatre. Euh, fin janvier, tu vois. J'ai conscientisé début janvier, fin janvier, j'ai vu une psychiatre. Et c'était rendez-vous en urgence et tout, tu vois. Parce que c'est pas simple à voir en région parisienne, enfin partout peut-être, mais bref. Et en fait, la psychiatre m'a dit, ok, bah là, c'est en gros quand je lui ai décrit ma situation, elle m'a dit, bah en temps normal, je le dis pas au premier rendez-vous, mais là, moi, je serais vraiment pour vous prescrire des antidépresseurs, quoi, genre tout de suite. Et moi, j'étais en mode, mais enfin non, genre je veux pas de ça, tu vois, genre d'avoir un contrôle, tu vois, hormonal, enfin un truc, tu vois, genre, euh, tu vois, je suis pas trop pro médicaments, enfin si, tu vois, mais d'une autre manière, genre je suis beaucoup sur la résilience aussi personnelle et tout. Et du coup, j'ai mis un mois à en prendre parce que j'ai posé des questions à tout mon entourage, je me suis beaucoup documenté sur Internet et tout. Et en fait, j'ai lâché prise, je me suis dit, mais enfin, ce que j'ai conclu, c'est que euh, j'allais tellement mal que je pouvais pas m'en sortir sans une petite aide, tu vois, chimique. Euh, et ça a été une des meilleures décisions de ma vie, en fait. J'ai eu quasiment aucun effet secondaire, sauf des problèmes d'érection, tu vois, genre des trucs, mais tu vois, c'était OK, c'était pas genre. Oui, il valait mieux quelques petites Voilà, c'est ça. conséquences plutôt que d'être dans le mal. C'est ça. Et du coup, est-ce que je peux me permettre de te demander, t'en prends encore aujourd'hui? Les antidépresseurs, non, justement. Ouais. Ok, Justement. cool. Et ça fait 2 mois Top. que j'ai arrêté. Génial. Félicitations. Du coup, si je résume, tu m'as dit enfin la psychanalyse dans un premier temps avec qui le feeling n'est pas trop passé, psychothérapeute, psychiatre, du coup les antidépresseurs. Est-ce qu'il y a eu d'autres outils qui t'ont permis justement de libérer en fait toutes ces émotions négatives qui étaient en toi, justement tout ce côté sombre vers un côté plus lumineux? Ouais, bah du coup, en fait, enfin, il y a aussi un truc pour lequel je pense qui m'a en fait énormément aidé et qui a fait que j'en suis sorti hyper vite parce que je l'ai compris du coup début janvier. Et en fait, j'en suis sorti complètement. Je savais que j'en étais sorti début juin. Tu Ce qui est vois. assez rapide, ouais, Et en en effet. fait, le truc aussi qui a été hyper important, c'est le fait que moi j'y crois en fait. Genre que j'ai cette volonté. En fait, dès que je me suis senti mal, je me suis dit je vais m'en sortir et je vais en sortir, changer, évoluer, tu vois. Bah, Ça va être une force, un rebond, tu vois. ça me fait écho à ce qu'on peut dire parfois des personnes qui ont un cancer ou qui ont vraiment des gros problèmes de santé physique, là je parle, où on dit certes le traitement, il peut être bien, il peut aider, mais il y a énormément le mental en fait. Si toi tu décides d'abandonner et de dire, même si le traitement peut être super efficace, et de te dire: «Bah, j'y arriverai pas et puis c'est mort et c'est foutu et ça va être beaucoup trop compliqué». Enfin moi pour le vivre personnellement avec ma grand-mère, je vois encore la gastro qui lui disait ça en disant: «Mais c'est vraiment le mental qui va jouer énormément aussi dans votre maladie. Après, libre à vous» et c'est là aussi où il y a le libre arbitre de chacun et je trouve que c'est super important que tu le soulignes parce que, bah, ouais, en fait, c'est comme de base quand on va bien, le fait de croire en soi ou de pas croire en soi, la confiance, l'estime, l'image, c'est aussi des choses qui se travaillent et c'est des choses qui ont un impact, parfois petit, mais parfois qui peut être très important aussi, ouais. Mais c'est pour rebondir encore là-dessus. Bon, pour moi, le cerveau est incroyable. Et justement, la volonté, ça joue beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nos maladies, en fait, c'est psychosomatique. C'est ton corps qui dit là, tu vas pas bien, tu vois, même des petites maladies, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je perçois les choses. Quand tu alors, c'est difficile et tout le monde l'a pas. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des gens qui font ce qu'on appelle des dépressions plus chroniques, qui, genre, en fait, peuvent durer très longtemps, voire un peu indéfiniment. Et ça existe. Pareil, enfin, je voulais revenir sur un truc qu'on disait tout à l'heure, sur l'entourage. Tout le monde n'a pas forcément d'entourage. Mais en fait, la volonté, elle a ce truc-là, elle va t'aider à trouver tu vois, ce qui va te faire du bien.
Et moi, je sais que c'est parce que j'avais la volonté aussi que je me suis dit, bah vas-y, prends ces putains d'antidépresseurs, tu vois. Fais des recherches dessus parce que t'en as besoin, parce que tu te sens pas safe. Ouais, ta Et pour tout, tu volonté vois. a fait partie de ta résilience, en Ouais, fait. Ouais, carrément. carrément, ça se ressent. Ouais, de ouf. Ça se De ressent ouf. fortement. Et c'est hyper important, mais c'est comme, en fait, ce truc-là, il est extensible à tout. Et je le vois, par exemple, pour les professionnels de santé. Moi, je suis convaincu que tout le monde devrait avoir des professionnels de santé parce que c'est hyper bénéfique quand tu vois ce que ça te fait toi et que ça fonctionne. Mais d'un autre côté, si t'as pas la volonté d'y aller, ça marchera pas. Genre vraiment, ça sert à rien de pousser quelqu'un à faire un truc à 100%, de dire mais vas-y, putain, ça va marcher. Moi, j'étais comme ça avant, tu vois, je poussais les gens. Et en fait, non, pas du Mais tout. ça fonctionne pas. Et même toi, en tant que proche, en tant qu'entourage, tu t'épuises. Enfin, pour l'avoir vécu personnellement avec mon père, j'ai toujours voulu l'accompagner, j'ai toujours voulu le pousser. Et je me suis toujours confrontée à un mur, en fait. Et je me sentais terriblement impuissante. Donc, moi, j'étais mal. Ça changeait pas la situation. Mais c'était son chemin, en fait. Et c'est tout. Et j'aurais pu faire n'importe quoi et même le tirer et l'obliger, que ça n'aurait pas changé. Il aurait peut-être fait le rendez-vous. Mais tant qu'il n'y a pas, c'est aussi une clé qui est énorme. Déjà envers soi ou dans les accompagnements, c'est l'engagement en fait. C'est de se sentir engagé envers soi-même en disant ben, je m'engage pour mon mieux-être, je m'engage pour mon bien-être, je m'engage pour ma joie, pour mon plaisir, pour me sentir bien en fait. Parce qu'à la base, on vient pas ici pour en chier, hein. On vient ici pour kiffer logiquement. Alors oui, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des difficultés. Et en même temps, ben, je trouve que ça peut nous faire une belle transition parce que ça va rejoindre ce que tu as dit en tout début d'épisode. Tu parlais de joie de vivre, que enfin, je veux dire, quand je t'ai vu arriver tout à l'heure, tu es quelqu'un qui a quand même le sourire. Et comment tu as réussi à retrouver le sourire au-delà des différents outils que tu as pu nous citer? Tu nous as dit que ben, au mois de janvier, réellement, ça s'est déclaré officiellement. Au mois de juin, tu as senti que tu en étais sorti. Tu me dis que ça fait 2 mois, du coup, que tu as arrêté les antidépresseurs. Quelles sont les conséquences positives de l'après? Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre finalement quand tu fais un peu une rétrospective de ces 5 ans? C'est bien ça, hein, je dis pas de Ouais, bêtises, 5 ans? ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois justement en faisant une rétrospective, tu vois. Ça a été intense pendant je pense, 6, 8, 10 mois, tu vois, mais ça a été latent pendant 5 ans. Euh, En tout cas, le truc qui a été hyper important, c'est de rapprendre à vivre, en fait, des trucs tout cons. Mais vraiment, quand t'es H24 dans ta chambre, c'est genre essayer de trouver des trucs qui te font du bien. Genre, si t'as un bain, prendre un bain. Et en fait, moi, c'est un truc qui m'a fait du bien. J'avais de la chance d'avoir un bain, tu vois. Donc, de temps en temps, je prenais un bain, tu vois. De temps en temps, genre, j'écoutais des trucs calmes et je coloriais, tu vois, sur des mandalas, des trucs que j'avais jamais fait. Et en fait, ça me faisait du bien. Et en fait, tu fais des trucs vraiment pour toi. Tu te mets... Mais tu vois, c'est pas dans ta bulle, tu vois, pour te renfermer socialement, c'est vraiment dans ta bulle pour apprendre comment tu fonctionnes, ce qui peut te faire du bien. Et petit à petit, tu vois, tu gravis, tu vois, des échelons en toi, et puis en fait, tu rapprends à te faire du bien, et tu te dis, mais en fait, je mérite de me faire du bien, tu vois, et enfin bon, bref. Et en plus, l'été aussi est arrivé, les antidépresseurs ont commencé à beaucoup faire effet et tout, tu vois. Donc tous ces petits trucs-là ont fonctionné. Tu dirais que du coup, le fait d'avoir pris les antidépresseurs, ça t'a permis de revenir à toi, mais positivement, pas dans un sens isolé, mais dans le sens, ok, je reviens à mon sens, à mon essence profonde de qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait kiffer, et que c'est grâce à ça que ça t'a permis aussi de te réouvrir peu à peu aux autres et donc de sortir de Hmm. cet isolement. En fait, ouais, c'est ça, les antidépresseurs. Ça a chanté complètement aussi au début, parce que j'ai pris aussi des anxiolytiques pendant quelques temps, genre quelques semaines, pas longtemps avant de prendre que les antidépresseurs fassent effet. Parce que les pensées, c'était plus possible. C'était ça, en fait. Le truc, c'était les pensées qui s'arrêtaient plus et qui étaient très noires. Et c'était l'envie de mourir permanente, enfin, genre plus envie de vivre, quoi. Et d'ailleurs, c'était ma première pensée de 2022. Quand on a fait le nouvel an, je me souviens, c'était 2022 sera l'année de ma mort. Et finalement, ça a été l'année de ma renaissance, tu vois. C'est beau. Euh, et non, franchement, ouais. Je veux me faire Le tatouer un phénix phénix. qui... Le Tu Ah vois, je vais me faire tatouer un phénix Ouais, quelque frisson. part, mais Le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est ça aussi pour moi l'une des définitions de de la ouf, résilience en de fait. ouf, de ouf. Et ouais, et du coup, les conséquences de tout ça. Donc en fait, j'en suis sorti, mais là, en fait, on s'est séparés officiellement avec aussi mon ex. Et je me suis mis aussi avec ma nouvelle copine avec qui on a une super relation et c'est génial. Que je salue au Oui. passage. Ça m'a permis d'être proactif après sur tout ce que j'ai pu faire et de vraiment prendre des décisions et de me mettre à faire des trucs. Et du coup, j'ai trouvé, tu vois, donc j'ai quitté mon taf. J'ai démissionné en mai 2022, du coup. Euh, et j'ai retrouvé après, genre en juin, je me suis remis à chercher, tu vois, tout doucement. Euh, et j'ai trouvé un service civique qui n'a rien à voir, tu vois, genre dans une ferme pédagogique. Et là, j'ai fini, ça a duré 8 mois. Et en fait, voilà, c'est ça, genre, ça m'a permis de me rouvrir au monde et de faire plein de trucs. Et genre, 2022, en fait, ça a été une des plus belles années de ma vie, en fait, enfin, la deuxième moitié, parce que j'ai aussi découvert la danse, un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, et ça a été une découverte extraordinaire, genre vraiment.
Euh, je me suis mis à faire de la photographie, mais improbable de ouf. C'était à la ferme que j'avais besoin de visuels pour faire de la com et tout. Et en fait, c'est devenu une passion de ouf. Tu vois, je me suis acheté mon premier appareil et là, je vais partir en voyage avec. Euh, je me suis remis à faire de la musique d'une manière différente, pas dans le truc de il faut que je travaille, il faut que, tu vois, genre, faut que je rende des comptes à un tel ou une telle, tu vois, genre, peu importe. Mais vraiment, genre, pour me faire plaisir. Et j'en ai fait avec mon meilleur pote et je continue toujours une fois toutes les 2 semaines, tu vois. Et c'est trop bien, ça me fait grave du bien. Et en fait, c'est ça, genre, c'est plus le temps passe, plus, tu vois, je me découvre, je sais comment je fonctionne. Et je sais que, par exemple, que pour le taf, j'ai besoin de changer tout le temps. Genre là, je viens de finir mon service civique. Je me suis dit, non, je veux faire une saison. Tu vois, là, je pars 2 mois en voyage. Et après, je me dis, non, je veux me faire une saison pour me faire une expérience quelque part. Et je sais pas, tu vois, je vais peut-être virevolter, faire plein de trucs, tu vois. Genre, moi, j'ai cet esprit-là, je me dis, j'ai envie de découvrir tellement de choses dans le monde, et le monde est tellement beau que. J'ai l'impression qu'en fait, tu as collecté plein de moments pour toi et tu as appris à te redécouvrir. Enfin, c'est comme ça que je le ressens parce que tu me parles de centres d'intérêt, de plaisirs qui sont assez différents les uns des autres et en même temps qui ont aussi un sens tous ensemble. Et c'est ce qui nous montre que ben, on est souvent des multi passionnés avec des passions qui sont plus importantes que d'autres, certaines auxquelles on va accorder plus de temps. Mais en fait, tu me dis encore une fois, et tu m'arrêtes si je me plante, mais cette dépression, elle t'a vraiment permis de te retrouver et de te connaître. Parce que tu me disais au tout début que finalement, c'est pour ça qu'on a mis le mot désillusion aussi sur ton éducation. Tu as toujours été bon, tu as toujours eu des facilités, même à l'école, etc. Mais qu'il n'y avait peut-être pas cette flamme. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, ça en lien en plus avec le côté le phénix qui renaît de ses cendres. Mais il n'y avait peut-être pas cette flamme qui était totalement active à l'intérieur de toi qui s'est éteinte, où il restait juste quelques braises et où en fait en replongeant à l'intérieur de toi pour savoir ce qui te faisait du bien et comment retrouver en fait cette joie de vivre, comment revenir dans la vie plutôt que de partir vers la mort, vers une fin et vers une fin qui serait peut-être pas non plus la plus belle, tu as décidé de raviver cette flamme en fait. Est-ce qu'il y a eu peut-être des tests que tu as fait, des choses où tu t'es dit ok je vais m'intéresser à ça et finalement ça t'a pas intéressé et puis c'est ok et t'es passé à autre chose et ça t'a plu? Dans quel sens des tests? Des tests, je sais pas, imaginons, bah, tu m'as parlé de la danse en me disant, ben, la danse, j'avais envie de le faire. Je sais pas, est-ce que, imaginons, tu t'es mis à faire du yoga en te disant, ça va me faire du bien, et puis tu as essayé et finalement, ça t'a pas plu. Et du coup, ça a été peut-être un petit peu à tâtons de se dire, bon, bah, ok, je teste ça. Si ça me fait du bien, bah, je garde. Si ça me plaît pas, bah, c'est pas grave, c'est ok, c'est juste une expérience et je passe à une autre. Ouais, ouais, mais en fait, j'en ai pas fait exactement, je pense, à ce moment-là. En tout cas, des tests qui n'ont pas été successful, j'ai dû en faire, hein, je me souviens plus là, mais tu prends l'exemple de la méditation ou du yoga. Je l'ai testé avant de conscientiser ma dépression, avant quand je pensais que j'allais encore bien, tu vois. Et j'ai fait plein de tests parce que je savais j'avais besoin, tu vois, de moments pour moi, tu vois, d'avoir des trucs d'accalmie, de tester des trucs et tout. Donc ouais, j'ai toujours testé des choses et il y en a qui n'ont pas fonctionné évidemment. Et pour faire une transition sans transition, justement sur l'après, donc ce qui se passe maintenant en moi, tout n'est pas toujours simple. Genre, faut pas se dire que waouh, du coup maintenant je suis hyper heureux et tout. Genre, c'est pas. Moi, je dégage peut-être beaucoup ça, tu vois, quand j'en parle, parce que je suis hyper fier d'avoir combattu ce truc, tu vois, et d'en être sorti, et genre vraiment, et j'ai grandi de ça aussi, tu vois. Mais c'est pas simple, tout le monde déjà, on sort pas forcément, ou pas de la même manière, tu vois, le vit pas forcément pareil et tout. Et au-delà de ça, là, moi aujourd'hui, du coup, j'ai arrêté mes antidépresseurs il y a 1 ou 2 mois, tu vois. Et ça fait du coup quelques semaines que j'ai vraiment que je me découvre tout entier, tu vois. Et justement que j'ai une hypersensibilité hyper parce que je l'ai conscientisé pendant que j'étais déjà en dépression en fait, tu vois, dans une temporalité plus ou moins éloignée. Et du coup, je découvre aussi tout ça plus en profondeur, différemment. Et du coup, c'est pas simple tous les jours de vivre ce truc-là. Et au-delà de ça, je suis aussi personnellement quelqu'un qui cogite beaucoup. Et là, tu vois, bah, cette nuit, je te disais, j'ai fait une insomnie de malade. Genre vraiment, le cerveau s'est pas arrêté. Et pourtant, il n'y avait pas forcément de sujet. Enfin, s'il y en a, mais toujours, mais ça m'a pas permis d'avancer, tu vois. Et c'est quand même, genre, c'est pas simple. Et genre, j'ai des moments de coup de mou, tu vois. Et du coup, ça se ressent aussi dans les relations parfois. Voilà, enfin, on reste humain, tu vois. Donc, Et comment tu les accueilles justement? C'est intéressant, je pense, pour les personnes qui nous écoutent parce que
Parfois, on croit qu'il y a un pic de mal et enfin, plutôt une baisse de mal et d'un coup, on remonte sur un pic de haut et puis, bah, c'est bon, ça s'est stabilisé. Mais non, en fait, c'est comme, les montagnes russes et ça aussi, c'est valable dans le processus de deuil. C'est que tu peux te sentir très bien à 10 heures au matin, à 11 heures d'un coup, ça va plus, à 15 heures tu as envie de pleurer et à 17 heures tu rigoles. Il y a vraiment ce côté montagne russe. Comment tu les accueilles justement quand ça arrive là aujourd'hui? Ben, tu me parles depuis 2 mois où, tu te redécouvres encore, je pense, d'une autre manière avec un nouveau regard encore une fois. Hem Et dans ces moments-là, est-ce que le fait d'avoir, vécu tous ces événements, d'avoir vécu cette dépression, cette désillusion aussi par le passé qui a été là depuis plusieurs années, avec laquelle tu as vécu, tu as grandi, avec laquelle tu es mort et tu es rené aussi d'une certaine manière. Est-ce que, ça a changé justement ta philosophie de vie? Est-ce que tu as plus peut-être de prise de recul, de lâcher prise? Ou est-ce que quand tu es dans le dur, tu es dans le dur malgré tout? Je pense que ouais, ça m'a quand même énormément servi et appris sur moi, tout ce que j'ai vécu. Et du coup, j'avais entendu ça que quand tu sors d'une dépression, parce que tu peux retomber en dépression. Une fois que tu as fait une dépression, ça peut arriver. Mais le truc qui te rend hyper fort ou forte, tu vois, c'est que tu sais comment ça se passe et tu sens que ça arrive, tu vois. Donc moi, je suis pas dans ce cas-là. Mais pour tout ce qui est, tu vois, des états de moins bien, des coups de moins bien, ce qui arrive à tout le monde. Enfin, genre, c'est la vie de se sentir bien, mal. Genre, c'est des cycles. Voilà, c'est comme ça. On a des hauts, des bas, comme tu as dit, les montagnes russes un peu. C'est juste que ça va pas. Une dépression, c'est vraiment constant, très bas. Là, ça va, tu vois, ça va vraiment osciller, tu vois. Et du coup, ouais, je pense que ça m'a appris. En fait, du coup, j'ai plus appris comment je fonctionnais. Donc, je sais mieux comment, tu vois, moduler. Je sais aussi quel impact va avoir mon état sur mes relations. Du coup, je vais moins, tu vois, prendre à cœur des trucs sur lesquels j'étais, genre, je me disais, putain, c'est ma faute et tout. Mais malgré tout, tu vois, j'ai toujours ce truc-là en moi. Je me disais, j'ai toujours ce truc-là où je me sens coupable, tu vois, genre sur des trucs que je fais ou tu vois, que je transmets ou je suis pas dans le mood, tu vois. Mais ça l'est moins. Et du coup, justement, je prends plus de recul. Et pareil, je communique beaucoup. Je sais que ça me fait du bien de parler. Je vois ma psy toutes les 2, 3 semaines. Je sais que quand j'ai vraiment besoin de la voir, bah, tu vois, je cale un rendez-vous et je peux parler. Euh, En fait, je pense qu'il faut, il faut genre, apprendre aussi comment on fonctionne, c'est hyper important. Moi, c'est la dépression mais je conseille pas aux gens de faire une dépression, évidemment, mais c'est le fait que j'en sois sorti aussi et que j'ai trouvé comment je fonctionnais mieux. Donc, ça m'a aidé, ouais. Enfin, Ouais, du coup, en fait, donc cette dépression t'a vraiment permis de te connaître, de connaître ton fonctionnement. Et donc maintenant, quand tu as des coups de mou, des moments où ça va moins bien, ben, tu sais quels sont toi tes outils qui vont t'aider à canaliser peut-être déjà les choses et puis ben, à remonter aussi doucement la petite pente, comme tu dis, justement, quand c'est au quotidien, c'est des pentes qui sont plus douces et à repérer aussi ces choses-là, quoi. Il y a vraiment ces notions de connaissance de soi, en fait, je trouve, qui ressortent de ton témoignage et de ton partage. ouais, c'est ça. Et puis, enfin, franchement, je reviens dessus, mais parce que je pense qu'on arrive un peu au bout là aussi du truc. La volonté, encore une fois, franchement, faut vraiment le truc de il faut y croire, c'est pas une connerie, quoi. Genre vraiment, c'est incroyable à quel point c'est puissant ce truc, quoi. Vraiment, là, ce truc-là, peu importe comment tu l'appelles, loi de l'attraction, peu importe, on s'en fout, quoi, comment on l'appelle, mais le fait d'y croire, ça t'aide tellement aussi à apprendre. Genre, moi, j'ai envie, tu vois, de me découvrir tous les jours. Du coup, bah, je pense que je suis plus à l'écoute de moi aussi, tu vois, genre de qui je suis, de comment je fonctionne. J'ai appris il y a un côté un peu égoïste, en fait, aussi, là-dedans. C'est genre, mais c'est bien. C'est justement, tu te recentres un peu sur toi, quoi. Mais c'est tellement important, en fait. Il faut tellement prendre soin de soi avant, et c'est ce que je répète à toutes les personnes que j'accompagne, mais prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et je peux redonner cet exemple que je donne à chaque fois, mais quand tu es dans un avion, s'il y a un crash, la première et unique personne à qui tu mets un masque avant tout, c'est toi. Sinon, tu peux aider personne d'autre, même s'il y a tes enfants, ton mari, ta femme, tes parents, c'est toi. Et ensuite, tu peux aider les autres. Et ça montre bien que, ben, en fait, faut être OK avec soi. Et si tu tires sur ta propre corde pour aller aider les autres, ben, tu beau être une montagne, même dans toutes les montagnes, à un moment, il y a des éboulements, il y a des avalanches et il y a un moment où ça se casse la gueule. Donc c'est vraiment prendre soin de soi. Donc non, c'est pas égoïste, c'est juste revenir à soi. On est venu ici pour être soi et s'il y a bien une seule et unique personne avec qui on sera de notre naissance à notre mort, c'est nous-mêmes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc c'est vraiment important et je te remercie de relever ça. Et du coup, pour finir, si tu devais donner un tu as déjà donné pas mal de par ton témoignage, mais peut-être une phrase ou un conseil ou peut-être la chose qui, toi, t'a le plus aidé,
C'est pas obligé d'être un truc de dingue, hein. Ça peut être quelque chose de très simple, mais qui a peut-être participé vraiment à soit à ta prise de conscience par rapport à la dépression, ou alors à la libération de ces émotions et de ces états plus négatifs, ou alors à ta renaissance, ou quelque chose, un mantra, tu vois, quelque chose qui te drive aujourd'hui. Quel serait, ce partage que tu aurais envie de faire? Mais moi, j'ai un mantra aujourd'hui, enfin, on va dire, ouais, un mantra, ouais, qui est, la communication, c'est primordial surtout, genre vraiment dans tous les milieux et tout ça. Donc si vous sentez que vous allez moins bien et tout ça, enfin, faut communiquer, voilà, faut en parler. Faut vraiment, solliciter les gens qui vous font du bien, heu et si vous avez pas grand monde, parce que ça arrive de pas avoir grand monde autour de soi, solliciter des gens qui peuvent vous faire du bien et les professionnels de santé, il y a franchement des gens qui sont exceptionnels. C'est pas forcément simple à trouver. Des fois, il faut chercher, ça matche pas tout de suite. C'est un match quand même à double sens. Mais voilà, solliciter les bonnes personnes et encore une fois, y croire, quoi. Genre avoir envie, tu vois. Et en vrai, une fois que tu en es sorti, la vie est magnifique. Genre vraiment, c'est incroyable tout ce que tu peux faire. Et il y a toujours des moments où c'est moins simple. Genre, voilà, c'est pas, ça prend son temps aussi. Moi, je suis sorti hyper vite et c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde est très différent. Genre, mais ouais, c'est genre y croire et essayer de communiquer un maximum. euh, voilà. Je te remercie pour ce très beau message d'espoir et cette très, très belle conclusion. Merci aussi pour ton témoignage et ton partage. Même s'il y a plein de choses qui sont frustrantes et où il y a Ouais. plein de trucs où j'aimerais aller plus dans les détails, mais vraiment un grand merci pour ce partage. Et merci, en fait, Ouais, tout merci surtout à simplement. toi pour Et j'ai juste envie de te l'expérience. dire, belle vie et belle suite Ouais, de merci. renaissance. Je Merci. pense que c'est le plus important. Et à vous qui nous écoutez, on vous souhaite la même chose Ouais, si c'est clair. éventuellement vous vous retrouvez dans les mots de Jaco. Un échange, parfois ça peut être quelques mots. Et tu as dit le mot Ouais, ouais, communication. carrément, Voilà, carrément. je pense que ça fait le joli mot de la fin. Donc encore une fois, merci à toi. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.